Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des réseaux à convolution. Les réseaux à convolution sont extrêmement utilisés pour tout ce qui est analyse et classification d'images parce qu'ils permettent de faire quelque chose dont un réseau de neurones est incapable, un réseau de neurones dense classique, c'est extraire des caractéristiques d'une image. Ok. Pour ce faire, ils vont appliquer toute une série de principes qu'on va détailler après. Là on va juste parler du principe général. Globalement, euh, souvenez-vous, quand on a fait notre premier réseau de neurones en analysant justement des images, c'était des images extrêmement simples, donc du noir sur blanc, de petite taille déjà, avec des sujets, c'était facile de deviner même pour une machine ce qu'il y avait analysé dans l'image, quelles étaient les formes à en faire ressortir. Si on rajoute de la couleur, si on rajoute un fond, si on rajoute plein de trucs sur l'image, si on rajoute d'autres sujets, par exemple c'était des vêtements, si en plus des vêtements je rajoute, je sais pas, un ballon de basket, un ballon de foot et une batte de baseball, là notre réseau de danse il sait plus vraiment où il habite. Le réseau à convolution, lui, va être capable d'extraire justement les caractéristiques qui déterminent ce qu'il doit analyser, ce qu'il doit différencier de ce qui est important dans l'image qu'on est en train de lui passer. Quand on parle de réseau à convolution, c'est un peu on dévie un peu le langage parce que globalement, un réseau à convolution est un réseau dense dans lequel il y a des couches de convolution. C'est beaucoup plus précis en parlant comme ça. Alors, analysons le principe général avec ce petit schéma là qui est ici. Euh, tout ce qui se passe à l'intérieur du réseau à convolution, je vais vous l'expliquer après. Mais il faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que ici, on a notre image en entrée. Notre réseau à convolution va faire sa petite tambouille, va appliquer ses filtres, faire son pooling, tout ce qui va bien. Et l'objectif de toute cette phase-là, c'est de sortir une caractéristique. D'accord. Donc par exemple, il y aurait la caractéristique à des phares, à des roues. Et ici, ça va nous sortir une liste de caractéristiques qu'on va passer au réseau dense, un peu comme si on lui faisait analyser un jeu de données classique. Sauf que ce jeu de données, on a dû l'extraire de l'image avant, pour comprendre vraiment, en gros, l'idée qu'il y a derrière. Ben, un réseau en convolution, c'est vraiment ça. L'idée derrière, c'est un peu ça. C'est d'abord, on prend notre image, on l'en transforme en une série de caractéristiques compréhensibles pour un réseau de neurones, et ensuite, on l'analyse et on classifie, dans le cas d'une classification. Pour bien comprendre, rappelez-vous déjà comment un ordinateur voit une image. C'est-à-dire que ça, c'est un chat, nous on le voit comme ça. L'ordinateur, lui, pour lui, c'est une matrice avec des chiffres à l'intérieur. Alors, autant nous, on comprend super bien ça, et ici, c'est un peu plus compliqué, sauf si on s'appelle Néo, autant l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire que un ordinateur ne comprendra jamais ça, il va comprendre que ça. L'objectif, c'est de rendre ça compréhensible, enfin, de lui faire déduire de cette série de chiffres, par exemple, qu'il soit capable de faire la différence entre la branche qu'il a et le fait que là, on a un chat. De faire la différence entre la pierre et les pattes du chat. Donc l'objectif, c'est vraiment de lui faire appréhender ça. De lui faire dire, tu vois, là, ici, il y a des limites. Ça, c'est pas, cette branche, c'est pas la même chose que ce chat. Ce tronc, c'est pas la même chose que ce chat. Cette verdure derrière, enfin cette herbe, c'est pas la même chose que ce chat. Et une fois qu'on a déjà réussi à lui faire ça, on va lui dire, voilà, les caractéristiques de ce que je te demande d'analyser, c'est, regarde, la forme de ses oreilles, la forme de ses yeux, la forme de son nez, ses moustaches, sa bouche, sa posture, enfin tout ça. Et grâce à tout ça, grâce à une série de filtres et de caractéristiques qu'il va extraire, il va être capable de dire, bah, écoute, ça c'est un chat. Ce que tu me montres, c'est un chat. On pourrait pousser plus loin en associant les réseaux à convolution avec des réseaux récurrents dont on parlera plus tard, en lui disant, c'est-à-dire qu'on ferait un réseau à convolution imbriqué dans un réseau récurrent qui lui permettrait de faire de l'analyse de plusieurs éléments sur l'image. Parce que là, globalement, dans un réseau de convolution classique, il va nous sortir que c'est un chat. Il va sortir le sujet principal de l'image. Mais on est capable de créer des réseaux à convolution qui sont associés, comme j'ai dit, à un réseau récurrent, qui vont analyser vraiment une image en finesse, c'est-à-dire être capable de décrire chaque élément présent sur l'image. Ok. Ça sera pour beaucoup plus tard. Pour la réseau en convolution, je vais prendre un peu plus de temps, c'est-à-dire que je vais faire plus de vidéos là-dessus, parce qu'il y a vraiment des choses amusantes, enfin, il est assez sympa à faire. On va commencer par du très simple, donc théorie et exemple pratique rapide aujourd'hui. On fera une vidéo avec un exemple beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire avec des couleurs et des images peut-être un peu plus compliquées. On verra les exercices de classification classique, donc comment apprendre à une machine à faire la différence entre un chat, un chien, une tomate, enfin ce qu'on veut. Comprendre vraiment ça avec des images
encore plus compliqué. Et on terminera la série de vidéos, ce sera une série de vidéos sur réseau convolution, par vraiment un cas pratique d'utilisation qui vient de Kegel, donc qui était une compétition Kegel, enfin un challenge Kegel, qui était l'analyse de radio, la radio de poumon, radio de thorax, pour déterminer si une personne était malade ou pas. Donc on avait une série de radios et on entraînait notre réseau pour qu'il nous dise si la personne était malade ou pas. Dans la plupart des cas, on verra que les réseaux à convolution sont assez précis, c'est-à-dire qu'on arrive à des taux de précision qui dépassent les 90%, ce qui est très très bien sur de l'analyse médicale. En moyenne, un bon médecin est aux alentours de 75-80. Donc si on arrive à créer des algos qui analysent des radios à 90%, on est quand même plutôt pas mal. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, le réseau à convolution, il va faire plusieurs choses. Il prend une image en entrée, il va appliquer une série de filtres, donc c'est ici, ça c'est nos filtres, et ensuite faire ce qu'on appelle une phase de pooling. Ok. L'objectif des filtres, c'est de créer ce qu'on appelle des feature maps. En fait, il va créer plein de petites images, donc qui reprennent des petits bouts de l'image principale, des petits bouts transformés, parce qu'il y a une application de filtre un peu comme Snapchat ou ce qu'on veut, enfin filtre sépia, machin. Enfin, c'est pas tout à fait le même principe, mais pour comprendre c'est ça. C'est comme si de cette image-là, on en faisait plein d'autres. On prenait des petits bouts, on appliquait des filtres, que ce soit de couleur, pour faire ressortir certains éléments. Et donc on crée une série d'images qu'on va ensuite passer par une phase de pooling et on va recommencer l'opération plusieurs fois. Ok. Alors, comprenons bien le principe. Le principe des filtres, donc qu'on appelle aussi kernel. Soyez pas paumés si vous rencontrez le mot. Le principe du filtre, en fait, globalement, c'est une matrice donc de 2, 3, 3. Donc il va prendre 2, 3, 4, 5, 6 pixels sur 2, 3, 4, 5, 6 pixels et qui va parcourir l'image comme ça. Et à chaque fois, elle applique son filtre. Donc hop, je prends ce bout-là, j'applique mon filtre, hop, ça me crée une nouvelle image. Ici, même chose, tac, 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 et au final, on rassemble tout. Ok. Pour bien comprendre, ici, on a le cheminement classique, hein, c'est-à-dire qu'on a deux choses à définir sur un filtre, c'est ce qu'on appelle donc son emprise, c'est-à-dire sur combien de pixels il agit, et son déplacement. Parce qu'on pourrait se dire, ce filtre-là, là, on va dire que c'est un 3-3, donc après il part ici, hop, il analyse cette partie-là, mais il pourrait très bien se décaler que d'un pixel, donc analyser cette partie-là, se décaler d'un pixel, analyser là, se redécaler d'un pixel et analyser là. Bon, c'est pas hyper souvent utilisé non plus, mais c'est à savoir que c'est possible. Maintenant, ces filtres, et c'est pour ça que ça s'appelle une convolution, il ne se contente pas de parcourir l'image et d'en extraire des petits bouts, il applique aussi une fonction mathématique de transformation. Donc il applique vraiment un filtre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une convolution. Parce qu'une convolution, c'est l'application de deux formules pour en créer une troisième, enfin deux fonctions pour en créer une troisième. Donc là, on applique le déplacement plus la transformation pour créer une troisième image en fait, pour créer une autre image. C'est pour ça qu'on appelle ça une convolution. Pour la petite culture. Alors, des exemples de filtres. Ici, on a donc notre image de départ. Le filtre de détection des bords, donc qui est aussi un 3-3. Voilà, ici, il va appliquer ces principes-là. C'est-à-dire qu'il va prendre la valeur de nos pixels et il va la modifier en fonction des valeurs qui sont ici, pour faire simple. Je vous laisse aller voir en détail vraiment le fonctionnement des filtres en finesse si ça vous intéresse. Comprenez déjà le principe général, c'est-à-dire on se met là, on applique notre formule mathématique et on génère en fait une nouvelle image à partir de ça. Et ce principe-là donne ce genre d'image. Ici, donc le filtre pour affiner, pour faire ressortir les éléments, on voit bien ici qu'il y a un certain flou, et là on voit des détails qui ressortent un peu plus en fait. Et bien c'est ce filtre-là. Ok. Des filtres, il y en a plein. Alors, je vous rassure, vous n'aurez normalement, enfin, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas à définir précisément les filtres que vous appliquez. Ok. Alors, en version animée, ça donne ça. C'est-à-dire que là, on voit notre filtre qui se déplace, qui applique sa fonction de transformation et qui ressort en fait une image ici. Ok. Tac, 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 tac. Donc notre filtre, petit à petit, à partir de l'image de départ, des valeurs des pixels, il en génère des nouvelles. Si vous avez compris ça, vous avez compris les filtres. Le filtre d'un réseau en convolution, ça fait ça. Il y en a plein.
comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Vous avez juste besoin de comprendre le principe. Pour vous donner une idée, voilà un peu, si on prenait une image d'un oiseau, qu'on lui appliquait une série de filtres, voilà le genre d'image que ça ressortirait. Alors il y a des filtres qui servent à que dalle, on le voit bien, il y a des choses qui ne font rien ressortir de spécial, mais ici on voit quand même la forme générale qui s'est assombrie de l'oiseau. Ici on voit des points de détail qui permettent de déterminer certaines caractéristiques au final. Nos filtres servent à ça. Comme je vous l'ai dit, ils servent à extraire des caractéristiques. Une fois qu'on a fait ça, si vous avez remarqué, on a un peu diminué la taille de notre image quand même. Mais on a multiplié le nombre d'images. Ce qui fait qu'en gros, en termes de puissance de calcul, ça reste quand même impressionnant ce dont on va avoir besoin. Parce que comme des filtres, on en applique plusieurs. Certes, par filtre, on a une image plus petite, mais on applique ça, enfin, on génère énormément de filtres, donc énormément de nouvelles images filtrées, pour faire simple. Donc, pour simplifier les calculs derrière, on va utiliser une technique qui est ce qu'on appelle le pooling. Okay, donc le pooling, il y a plusieurs types de pooling. Alors, si on reprend le schéma, en fait, on arrive déjà ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on a notre convolution, on a nos cartes qui sont créées, nos feature maps, là, nos nouvelles images, et ensuite on va leur appliquer le pooling. Donc le pooling, ça sert à réduire la taille des images, en ne gardant vraiment que les caractéristiques essentielles. Il en existe plusieurs types. Le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le max pooling, dont le principe est assez simple. Souvenez-vous, on ressort ici de nouvelles valeurs pour nos pixels. Et bien, dans le max pooling, on va lui dire, on va t'appliquer en fait un filtre, un kernel de 2 sur 2. Donc on prend des matrices, enfin, on va dire des carrés de 2 pixels sur 2 pixels. Et on va dire, sur ces 2 pixels, enfin sur ces 4 pixels, tu me gardes que la valeur du pixel le plus élevé. Donc là, ici, c'est le 5. À côté, ça va être le 9. À côté, c'est le 8. Et encore le 9 à côté. Et ça donc génère une nouvelle image qui ne contient que les caractéristiques les plus élevées de l'image précédente. Et on a réduit sa taille drastiquement. C'est divisé par 4. Ok. Alors, pour le petit vocabulaire, donc kernel filter, en fait, c'est combien de pixels on prend. Donc ici, on est sur du 2. Et le stride est de combien on se déplace. Donc, on est sur un 2-2 avec déplacement de 2. Donc ça c'est mon premier, mon deuxième, je me déplace de 2 et je prends les deux suivants, pour faire simple. Ok. Et une fois qu'on sort de notre convolution, faut quand même se rappeler qu'on envoie tout ça à un réseau de neurones classique qui est incapable de gérer une matrice. Donc on doit aplatir nos données, on doit aplatir notre image. C'est-à-dire que nos matrices, on en fait des vecteurs. Le principe d'aplatissement, c'est ça. On en avait déjà parlé dans la première vidéo sur les réseaux de neurones. Ok. Et une fois qu'on a aplati nos 2D, on envoie ça à notre réseau de danse qui va se démerder avec ce qu'on lui a envoyé. Donc je résume. Le but d'un réseau à convolution, c'est d'analyser des images en essayant d'extraire des caractéristiques de ces images. Pour ce faire, il applique des filtres à ces images et ensuite, en appliquant ces filtres sur des parties d'image, il génère une nouvelle image dans laquelle on va venir essayer de encore faire ressortir l'essentiel pour pouvoir le passer à un réseau de neurones classique. L'objectif c'est ça, c'est de prendre une image et d'en sortir ses caractéristiques. Et une fois qu'on a fait ça, c'est juste un réseau dense normal. Ok. Alors, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Au pire, il y a toujours les dessins. Mais n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires et à vraiment comprendre le fonctionnement un peu plus fin des réseaux à convolution. Là, je voulais vraiment, c'était donner de bonnes bases de compréhension sur le fonctionnement, sur ce que ça fait. Alors, maintenant, on va essayer d'en construire un rapidement. On va importer nos librairies habituelles et on va partir sur le même dataset que la première fois, donc sur un dataset très simple, le Fashion MNIST, qui est donc des photos de vêtements produits par Zalando. Et on va entraîner notre premier réseau à convolution avec ce jeu de données. Comme je vous l'ai dit, dans les prochaines vidéos, on va complexifier et montrer à quel point le réseau de neurones à convolution est bien plus puissant qu'un réseau de neurones classique. Sur ce genre de dataset, c'est pas évident, mais c'est une première approche. Sur des images beaucoup plus compliquées, ça devient carrément évident. Alors on y va.
On importe nos librairies, donc NumPy, TensorFlow, on apporte le dataset Fached et MNIST, et Matplotlib, c'est pour la visualisation à la fin. Bref. On charge notre dataset et on le met donc dans un jeu d'entraînement et jeu de test. Tout ça, c'est du classique. Ici, j'ai remis un tableau en fait qui reprend le nom des classes, parce que sinon ça va de 0 à 9. Alors, c'est les termes anglais. J'avoue que je me suis pas emmerdé vraiment à les traduire. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement grave. Tout comme dans la première vidéo, on va faire un petit peu de pré-processing sur nos données. Notamment, on va bien lui préciser qu'on est sur des données de type float, parce que ce qu'on voit, c'est des valeurs de pixels. Et on va tout diviser par 255, vu que ces valeurs vont de 0 à 255, autant les ramener sur des valeurs allant de 0 à 1, ce qui simplifiera encore plus les calculs. Et on va juste un peu changer la forme de nos données en lui précisant donc on a 60 000 entrées dans le jeu d'entraînement. C'est des pixels, donc c'est du 28 sur 28 pixels. Et il n'y a qu'une couleur, donc on a une seule couche de 28 sur 28. Voilà, ici donc j'ai bien ma forme, ma shape qui est bonne, et je fais la même chose sur le jeu de test ici. Voilà. Alors, je disais merde, je l'ai pas fait, mais en fait si, ça va, je peux pas complètement la ramasse aujourd'hui. Alors, on lance tout ça, ding dong. Donc ici j'affiche une image au hasard. Hein. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Oui, c'était pour vérifier que tout était bien chargé. Alors, maintenant on va construire notre réseau à convolution parce qu'on a apporté nos librairies, on a un petit peu modifié nos données pour que ça passe bien. Alors, un réseau à convolution, ça reste un réseau séquentiel, donc comme un réseau de neurones denses. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau de neurones denses dans lequel il y a une couche de convolution. Alors, il y a quelques petites subtilités vraiment à bien comprendre. Ici, notre couche d'entrée, ça va être déjà une première convolution. Donc, on est sur du tf.keras, enfin c'est le conv 2D. Alors, on va lui appliquer 32 filtres, choisis de façon un peu aléatoire, avec une taille de 3, donc il va nous faire une analyse de 3 pixels sur 3 pixels. Ok. L'activation c'est ReLU et la forme d'entrée, souvenez-vous, sur la première couche d'un réseau de neurones, on est obligé de lui préciser la forme de nos données. Alors, dans un réseau de neurones classique, on aurait précisé un 732, parce qu'on aurait fait du 28 par 28. Ici, comme on est sur une couche de convolution, elle est capable de gérer une matrice. Donc on a juste à lui préciser la forme de cette matrice. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va faire le boulot tout seul. Hein. Donc ça va appliquer nos 32 filtres, générer nos petites images, comme je vous parlais, donc nos feature maps. Et une fois qu'on a passé cette première convolution, on lui applique un max pooling. Même chose avec un pool size de 3. Donc c'est exactement comme dans l'image que je vous ai montré. Non, ici j'étais sur un pool size de 2. Dommage. Donc là je suis sur un pool size de 3, mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre que 2 pixels, j'en prends 1, 2, 3 sur 3. Enfin, voilà. Ok. Et je fais ma première couche. Ensuite je le renvoie sur une deuxième couche de convolution, qui elle a que 16 filtres, même chose. Enfin, on refiltre encore un petit peu. Et avant de sortir de ma partie convolution, qui est ici, donc tout le début là, ça c'est vraiment la convolution, c'est mes couches de convolution, j'applique en fait un flatten, qui est une fonction qui vient aplatir l'image, donc qui transforme ma matrice en vecteur. Donc vraiment c'est ça, c'est aplatir. Et ensuite je passe ça dans un réseau classique, un réseau dense, comme on peut le voir ici, dans lequel je mets 256 neurones avec la même activation. Ici, je mets un dropout. Alors, souvenez-vous du dropout. Le dropout, ça limite le surentraînement en ne mettant pas à jour un certain nombre de poids à chaque itération. Donc, ça permet en fait de limiter le surentraînement. Ça rajoute une espèce de côté un peu aléatoire aussi. Mais bon. Et pour ma couche de sortie, comme j'ai 10 classes, je fais une couche dense avec 10 neurones, avec une activation en softmax, c'est-à-dire que ça me sortira la valeur la plus haute parmi ces 10 là.
Chaque neurone va recevoir une probabilité que ça soit ça, et je lui demande de me ressortir que la valeur maximale. Donc le neurone qui a reçu la probabilité la plus haute. Ok, alors ça, notre modèle de neurone il est fait. Comme vous pouvez le voir, c'est pas beaucoup plus complexe qu'un réseau de neurones classique. On pourrait se dire, ouais, si les résultats sont pas ouf différents entre les deux, pourquoi utiliser un réseau à convolution plutôt qu'un réseau de neurones classique? Simplement parce qu'avec quasiment le même réseau de neurones, ici, là, la même structure, la même architecture, vous serez capable d'analyser des images bien plus complexes. Là, on est vraiment sur une première phase. Ensuite, ce que je vous invite toujours à faire, c'est pas de prendre le code tel quel, c'est de faire des tests, c'est-à-dire de changer les valeurs qui sont ici. Alors, en comprenant ce que vous faites, hein, faites pas non plus le tout au pif, en changeant les valeurs ici, en changeant le dropout, pour regarder ce que ça change. Euh, N'oubliez pas qu'à l'intérieur d'un réseau de neurones, dans les couches cachées, en fait, on ne sait pas bien ce qui se passe. La façon dont ça s'équilibre, on n'a pas réellement de contrôle. Tout ce qu'on peut changer, c'est les paramètres. Donc c'est le nombre de neurones, la valeur du dropout, enfin ce genre de choses, qui vont changer le résultat. Alors parfois beaucoup, parfois pas beaucoup, mais c'est ces paramètres-là sur lesquels on a le contrôle et qui nous permettent de déterminer si notre modèle est correct ou pas. Donc bien souvent, on ne génère pas qu'un seul modèle, on en génère plein, on en teste plein, et on essaye de voir quel est le meilleur dans tous ceux qu'on a testés. Sachant que le meilleur n'est pas forcément celui qui nous donne la, la meilleure accuracy. Enfin, j'ai même oublié le mot français, ça devient critique. Donc c'est pas celui qui nous donne le meilleur résultat, en tout cas. Alors une fois qu'on a fait ça, tac, on a donc notre modèle, on va le compiler. Même chose hein, pour les fonctions de loss et l'optimizer, je vous laisse regarder à quoi ça correspond dans la doc. Mais globalement, quand on fait le sparse categorical accuracy, c'est vraiment spécifique à de l'analyse catégorique, enfin de la classification catégorique. Et ensuite, on va entraîner notre modèle sur 10 époques. Donc on va juste lui passer 10 fois les données. C'est parti. Ça va prendre un petit peu de temps. On voit que l'accuracy elle augmente bien, ce qui est pas mal. Donc c'est parti pour les 10 époques. Ok. Donc, après 10 époques d'entraînement sur les 60 000 images, on a ici une accuracy sur le jeu d'entraînement hein, de 91%, donc qui est très bien. Hein. On cherche jamais le 100%, 100% c'est du surentraînement. Et on va essayer de voir sur notre jeu de test ce que ça donne. Donc on est sur une même chose, sur une accuracy qui est à 90%. Donc sur le jeu de test, celui qu'on avait gardé en réserve, pour vérifier que notre modèle n'était pas surentraîné. Donc là, on est sur un score qui est très bon. On n'a pas de surentraînement de modèle, parce que que ce soit sur le test ou l'entraînement, les valeurs sont proches au niveau de l'accuracy. Donc on est à peu près sûr que notre modèle est cohérent. Alors on est aux alentours de 90%. De mémoire, je crois que ça va être un peu plus que ce qu'on avait avec un réseau de neurones classique. Pourquoi? Parce que ça le fait déjà mieux hein, de base, c'est fait pour. Et on verra que sur des problématiques bien plus complexes, ça marche quasiment tout aussi bien. Quoi. On est vraiment sur un type de modèle euh, fait pour l'analyse et la classification d'images. Ok. Alors si jamais, ça c'est les fonctions de visualisation que je mets souvent, donc je les remets vite fait. Globalement, si on veut faire un test sur notre modèle, paf, je relance tout ça. Alors ça, je vous explique pas le code, hein, c'est juste, vous pouvez le reprendre tel quel. Alors le i, c'est l'image que je vais chercher en fait. Donc dans mon jeu, je sais qu'il y a à peu près 10 000 images dans mon jeu de test, donc là je vais chercher l'image 1024.
Et pour lui, donc l'image 824, il est à 100% sûr que ce sont des baskets. Et ben, c'est pas mal. 587. Ça, il pense que c'est un t-shirt. Je suis presque sûr que c'est une robe. Enfin, tant c'est vachement dur à dire. Je suis un peu dubitatif comme lui sur ce coup-là. Enfin, bref, en changeant ces valeurs-là, ça va vous ressortir des images différentes dans votre jeu de test. Et voilà. Et ça vous permet de voir. Là, par exemple, comme c'est affiché en rouge, ben, on voit qu'il s'est trompé. Lui, il disait que c'était une veste, en fait, ça doit être une chemise. Ouais, ça, c'est une chemise. En même temps, la différence n'est pas folle. Hop. Donc, vous pouvez faire ce genre de test. Vraiment, ce genre de code, c'est juste pour le fun, hein, et vérifier visuellement certains trucs. Ça peut être intéressant, parfois. Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, sur les réseaux de convolution, je vais carrément faire une série un petit peu à part. Donc là, c'était la première, c'était vraiment les bases. On verra, donc c'était la théorie et la mise en place d'un réseau de convolution classique, basique. La prochaine vidéo, elle traitera de l'analyse d'images un peu plus compliquée, donc des images en couleur, un peu moins bien détourées, enfin, ce genre de choses. Et la troisième vidéo, elle, ça sera la mise en pratique vraiment dans une mise en application. C'est-à-dire qu'on va créer une application, on ne va pas juste créer un modèle, parce que j'ai envie aussi qu'on voit comment utiliser notre modèle dans la vie de tous les jours. Donc l'objectif, ça sera donc de créer un modèle qui analyse des radios, d'accord, des radios de poumon, et de créer derrière une application à laquelle on lui file une image, on lui file, tiens, voilà ma radio. Euh, L'application prend l'image, la passe au modèle, le modèle lui renvoie un résultat et l'application affiche ce résultat. D'accord. Donc pas de code, vraiment une interface web et on verra ensemble comment on met ça en place. Pour avoir vraiment une mise en application complète de tout ce qu'on aura vu là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à bientôt.